Hakim El Karoui, bonjour. Bonjour. Normalien, ancien conseiller du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, ex-banquier, vous êtes aujourd'hui consultant. En 2016, vous avez été l'auteur d'une étude pour l'Institut Montaigne, une étude très remarquée et intitulée « Un islam français est possible ». Aujourd'hui, vous publiez chez Gallimard « L'islam, une religion française ». Quitte à provoquer la fille aînée de l'Église, vous indiquez même que l'islam est la première religion pratiquée en France. Parmi les pratiquants de plus de 15 ans, on compte 2,5 millions de musulmans contre 1,35 million de catholiques. Alors, Hakim El Karoui, votre livre fourmille de chiffres sur cette population musulmane ou d'origine musulmane et ou d'origine musulmane qui vit en France. On apprend que cette population s'élève à 5,7 millions de personnes et vous insistez surtout sur le fait que les 3/4 sont de nationalité française. Mais, si je puis dire, parallèlement, vous nous dites que les 2/3, voire les 3/4, consomment de la viande halal, sont pour le port du voile ou veulent se faire enterrer dans leur pays d'origine, tandis qu'une poignée seulement vote aux élections. Est-ce qu'on peut parler dans ces cas-là d'adhésion au modèle français ? Écoutez, la situation est compliquée et je pense que sur un sujet comme ça, où on a vite fait de mettre de la polarité et de la caricature, c'était l'idée de faire cette enquête et ce livre. Le but, c'est d'expliquer la subtilité, c'est de la dentelle en fait. Et c'est intéressant pour moi parce que ça parle des musulmans, mais ça parle aussi et surtout peut-être de la France, de l'évolution de la société française. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a en fait une très forte divergence à l'intérieur de cette communauté qui par ailleurs n'existe pas. Elle n'est pas structurée, elle n'a pas d'idée d'un destin commun, etc. Cette divergence, c'est entre une bonne moitié de personnes qui sont en train de s'insérer dans le système de valeurs républicain, et puis une autre moitié, un quart qui est tangent, et un quart qui est franchement plutôt dans une logique d'opposition. On ne parle pas de violence, on parle d'opposition idéologique. Pourquoi c'est important ? Parce que la dynamique n'est pas unie. La dynamique n'est pas on est dans l'échec ou on est dans la réussite. Il y a à la fois une superbe réussite, et je pense qu'il faut le rappeler autant qu'on peut, et en même temps un échec qui est très inquiétant, qui est celui d'ailleurs auquel on pense quand on pense aux musulmans. Voilà. Donc là, je vous dis, la divergence, c'est ça la réalité, la complexité, des situations qui sont en fait de plus en plus éloignées. Je reconnais que mes chiffres sont objectifs, c'est des chiffres qui sont dans votre livre, mais c'est quand même 3/4, c'est beaucoup. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire. Le halal et le voile ou se faire enterrer dans le pays d'origine. C'est assez identitaire, c'est très identitaire. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre l'ombre portée de l'islamisme militant. Après, les islamistes, ce n'est pas les 2/3. Parce qu'il y a des militants, il y a des sympathisants. Ah oui, et puis, ce que ça montre surtout, c'est leur capacité à fixer la norme. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Parce que, heureusement, ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est pour le port du voile qu'on est islamiste. Mais par contre, on accepte que la norme religieuse, ce qui est bien selon la religion, soit fixée par les islamistes. Alors justement, par rapport à cette norme religieuse, on rappelle juste que dans votre étude de l'Institut Montaigne, il y avait un chiffre qui avait un petit peu heurté, c'était que 28% des musulmans faisaient passer la loi de la charia devant les lois de la République. Et vous nous apprenez, parce que moi je ne le savais pas dans votre livre, que le Coran finalement n'impose pas la viande halal et n'impose pas le port du voile. Alors quand on parle de ce fondamentalisme religieux, finalement, est-ce qu'on peut interpréter le Coran ? Et bien sûr qu'on peut interpréter le Coran comme on interprète n'importe quel texte. Mais vous le dites, mais est-ce que les fondamentalistes... Mais justement, la force des islamistes, c'est de dire qu'il n'y a qu'une seule interprétation, qui est d'ailleurs, et eux, ils s'appuient sur des textes coraniques, mais beaucoup sur des textes de la tradition, notamment des propos dits par le prophète, mais qui ont été en général recueillis 200 ou 300 ans après, avec un petit peu quand même d'interrogation qu'on peut avoir sur la qualité de la véracité de ces propos. Mais bien sûr qu'il y a une interprétation. Et toute la force du projet islamiste, c'est de dire non, il n'y en a qu'une et c'est la nôtre. Moi, ce que je veux faire, c'est libérer en France. Et mais est-ce que, pardon, je vous coupe, est-ce que les musulmans de France savent que ce n'est pas imposé, la viande halal ou le port du voile ? Une partie d'entre eux... Moi, je ne le savais pas, mais est-ce qu'eux le savent ? Pas très grande. D'ailleurs, il y a un autre chiffre qui m'a beaucoup frappé. 40% disent que le halal est un des 5 piliers de l'islam. Ce qui est complètement faux. C'est faux. Ce qui montre d'ailleurs leur méconnaissance de la religion.
et en même temps la force de ce projet qui est politique, qui est aussi économique, parce que le halal, c'est un business. C'est ce qu'on apprend, oui, beaucoup. Hein. Il y a la mainmise des industriels et qui rapporte finalement assez d'argent. Qui rapporte beaucoup d'argent, avec des liens avec des pays étrangers, l'Arabie Saoudite, bien sûr, la Malaisie, la Turquie aujourd'hui, enfin des gens qui savent qu'il y a un gros marché. Et puis il y a aussi un marché à l'export du halal, de viande française à l'export. Tout à fait. Alors, on va parler donc de ces jeunes qui malheureusement tombent dans les raies de l'islamisme. Pourquoi la France, aux côtés de la Belgique, est le pays qui exporte le plus de djihadistes? Ça, c'est compliqué. Je ne suis pas sûr de vous donner une réponse, la bonne réponse. Ce qu'on voit, alors il y a aussi la Tunisie qui exporte beaucoup de djihadistes. Pourquoi c'est important? Parce que ça montre que ce n'est pas qu'un effet postcolonial. Population immigrée, maltraitée, etc., qui se révolterait. Ben non, puisque en Tunisie, il y en a d'ailleurs plus par tête d'habitant en Tunisie qu'en France ou en Belgique. Donc c'est pas ça l'explication. Alors il y a peut-être la géographie qui joue peut-être. En Tunisie? Oui. Enfin, là, on parle des départs en Syrie. La Syrie, c'est loin. C'est pas bon. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un mélange de difficultés. On est proche de l'Algérie, proche de la Libye, c'est ça ce que je voulais dire. Oui, que du coup, ça peut avoir un effet. Oui, voilà. Il y a un impact, clairement. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a en fait des sujets qui sont externes, exogènes à la France. C'est en gros la crise de la transformation des sociétés arabes et musulmanes. Et puis, il y a des sujets endogènes. Les sujets endogènes, c'est très important. Oui. Parce que le problème n'est pas un sujet exogène. Et on trouvera des solutions en France. Alors, bien sûr, oui, il y a des discriminations. Oui, il y a des problèmes d'identité. Bien souvent, l'islam, c'est l'identité qui vous reste quand vous n'êtes pas vraiment français et quand vous n'êtes plus vraiment de votre pays d'origine. Les 3/4 sont français, pourtant. Oui, mais ils souffrent de discrimination. Et il ne faut jamais l'oublier. Et il ne faut pas dire « mais non, ça n'existe pas ». Ça existe au quotidien. Il y a un déni de francité. En même temps, on voit qu'il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes générationnels, et puis il y a des problèmes de sens. Et la capacité des islamistes et des djihadistes à attirer dans leur raie des jeunes qui sont souvent très peu cultivés, c'est aussi, on va vous donner un sens et on va faire de vous des héros. N'oubliez pas qu'ils sont vus comme des héros. En tuant et en se faisant sauter. La violence. C'est ça le drame du... Alors on parle beaucoup actuellement des revenants, c'est donc ces ressortissants français qui sont partis et qui reviennent. Est-ce que la France, donc juridiquement, n'est pas obligée de les juger? Est-ce que vous pensez que la République, moralement, doit les faire revenir pour les juger en France? Question compliquée. Oui. La stratégie aujourd'hui... Mais qui est d'actualité. Et puis il y a deux sujets en fait en un. Parce qu'il y a les hommes et puis il y a les femmes et les enfants. La stratégie sur les hommes, il faut le dire clairement, c'était de les laisser là-bas. Et si possible, de les abattre. Parce que ce que faisaient les services spéciaux là-bas, ils ciblaient les Français. Maintenant, le sujet qu'on a, c'est surtout les femmes et les enfants. C'est les 3/4 des revenants potentiels. Qu'est-ce qu'on en fait? Très sincèrement, moi, je ne sais pas. Je suis heureux de ne pas avoir à trancher. Parce que les faire juger par des tribunaux kurdes qui n'ont pas d'exigence... qu'en Allemagne, oui, qui n'ont pas d'existence juridique... Mais en Irak, là, il y a une femme allemande qui est jugée et qui doit être pendue. Oui. En fait, on revient assez vite sur le débat, aussi le débat sur la déchéance de nationalité. Est-ce que ce sont des ennemis de la France? Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut considérer, d'une certaine manière, ils ont pris les armes contre la France, ils ne sont plus français? Ou est-ce que ce sont d'abord et avant tout des Français? Et à ce moment-là, ils doivent être jugés en France. Et là, vous pensez quoi, vous? Qu'ils doivent être Moi, jugés en France? je pense qu'ils doivent être jugés en France. Ouais. Et qu'on peut les déradicaliser en France, que c'est possible? Je ne sais pas, mais franchement, la solution qui consiste à dire ils vont se faire abattre en Syrie ou exécuter ne me semble pas conforme à notre système de valeurs. Alors, dans votre livre, vous fustigez l'islamo-gauchisme qui n'a pas voulu voir l'instrumentalisation politique de l'islam radical, mais vous en prenez aussi, dans un autre genre, aux autorités politiques depuis des années qui n'ont pas voulu organiser l'islam de France. Alors bon, on passera, vous en avez parlé tout à l'heure, la tutelle donc, des pays d'origine, des financements pas transparents. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Moi, je propose plusieurs choses. D'abord, une organisation qui serait une organisation de régulation et centrée sur le temporel, sur l'argent, sur le financement. Aujourd'hui, vous le dites, il y a des flux financiers partout, sur le halal, sur le pèlerinage, sur les dons. Ces flux financiers, ils sont bien souvent liquides. Que vous estimez à peu près en France à 250 millions, c'est ça? Les dons, probablement, quand on fait des comparaisons internationales. Le marché du pèlerinage, c'est pareil, 250 millions. Le marché du halal, on dit que c'est 5-6 milliards d'euros.
Oui, donc ça fait beaucoup. Il y a beaucoup d'argent. On n'a pas besoin d'argent public, on n'a pas besoin de changer la loi de 1905. On a besoin de collecter une petite partie de cet argent pour le mettre au service de l'intérêt général. Aujourd'hui, il est tenu par des mains privées qui l'utilisent soit pour eux-mêmes, soit pour leurs projets à eux. Et il y a de l'argent qui va dans les associations. Ces associations sont, pour la très grande majorité d'entre elles, islamistes. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut mettre de la transparence, du professionnalisme, et puis il faut créer un guichet. Donc il faut créer un système où cette organisation, soutenue par l'État... avec une association en dessous, c'est ça? Voilà, enfin disons une association, parce que là on va vraiment être dans le cultuel, une association de 1905 aurait la capacité à se mettre au milieu des flux, en travers des flux, et à prendre son dîme, voilà, avec un service de vérification, en pensant, et on les oublie toujours, en pensant aux fidèles. Parce que les fidèles musulmans savent qu'ils payent trop pour le pèlerinage, savent que l'argent qu'ils donnent... 1 000 € de plus, vous dites que... En France qu'en Allemagne. Voilà. C'est énorme, ils sur savent 6 000 €. L'argent qu'ils donnent à la sortie du prêche le vendredi, des petits billets, des petites pièces, etc., ils ne savent pas où ça va. Ils ne savent pas où ça va. Alors, il y a une autre chose, c'est les imams. Vous dites qu'ils sont mal formés, mal payés. Et donc, vous préconisez qu'ils soient intégrés dans le régime concordataire d'Alsace-Moselle, puisque la République en France n'y autorise pas. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible et réaliste? Alors, ce n'est pas exactement ça. L'idée, c'est de dire... on a un système concordataire en France sur 10% du territoire, qui est ouvert à 4 cultes, les 2 cultes réformés, le judaïsme et le catholicisme. Dommage, il n'est pas ouvert à l'islam, alors qu'en fait, c'est avec l'islam qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin de formation, on a besoin d'investissement, etc. Bon, pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas à l'islam le système concordataire alsaco-mosellan? C'est une proposition. Franchement, ce n'est pas là-dessus que je vais me battre le plus, parce que on rentre dans le type de débat qu'adore la France. Il y a des grands débats de principe où on oublie la réalité. Il y a déjà eu un débat là-dessus, d'ailleurs. Il y a déjà eu un débat. Voilà, le Conseil constitutionnel a dit 2 fois non, pour des raisons qui, à mon avis, ne sont pas bonnes. Mais pour moi, le vrai combat, il est sur l'association de financement. Parce que c'est comme ça, si on a des flux financiers réguliers, c'est comme ça qu'on va pouvoir salarier les imams, c'est comme ça qu'on va pouvoir investir dans la formation théologique, dans le travail théologique dont on a infiniment besoin, c'est le cœur de tout. On va pouvoir construire, s'il faut, quelques mètres carrés, et puis on va faire aussi, ce qui me semble être très important, le travail sur Internet. Aujourd'hui, la religion, l'islam se transmet sur Internet, pas dans les mosquées. YouTube, Facebook, Twitter, etc. La part de marché, pas des islamistes, mais des salafistes, est considérable. Les volumes sont eux-mêmes considérables. Et en fait, il y a une bataille. Cette bataille, elle n'est pas entre la République et l'islam. Elle est entre les islamistes et le reste des musulmans. Et le problème qu'on a, c'est que les islamistes mènent la bataille, mais pas le reste des musulmans, qui disent, notamment en France, mais nous, intégrer la religion, c'est une affaire privée. Pourquoi est-ce qu'on irait sur ce champ-là? D'accord, mais ils souffrent par ailleurs quand même de cet amalgame dont vous parlez entre l'islam et l'islamisme. Donc ils peuvent... Et d'ailleurs, c'est très intéressant, vous dites vous-même dans votre livre que les jeunes ne veulent pas s'engager dans cette mission. Non, parce qu'ils disent, mais nous, on est français. La religion est une affaire privée en France. Pourquoi on irait? Et moi, ce que j'aimerais susciter, si ce livre peut avoir un impact, j'espère que ce sera celui-là, il faut que les Français de confession musulmane s'engagent. En tant que musulmans, d'abord en tant que Français, parce qu'il y a une attente de la population qui dit, mais faites le ménage chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Imaginez que, je ne sais pas, des protestants intégristes, suprémacistes blancs assassinent 250 personnes à Paris. On dirait à la communauté musulmane, protestante, qu'est-ce que vous faites? Bon, on dit la même chose à la communauté musulmane. Et moi, je dis, il faut y aller. Ce n'est pas une stigmatisation. Au contraire, vous avez une responsabilité. Vous n'êtes pas coupable, mais vous avez votre part de responsabilité. Et c'est comme ça, peut-être, que le processus d'intégration s'achèvera. D'où votre livre, puisque vous voulez participer à cet engagement. Voilà. J'essaye de l'encourager. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir, Hakim El Karoui. Merci à vous.